Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. Berserk est une œuvre colossale dont l'influence n'est plus à prouver dans le milieu. La mort de Kentaro Miura sonna comme un tremblement de terre. Il laisse derrière lui l'œuvre de toute une vie, inachevée, dans un dernier chapitre témoignant de son génie. Malgré tout, le navire ne s'arrête pas pour autant. Le studio Gega admet la lourde tâche de continuer l'histoire que nous narrait Miura, maintenant supervisée par Koji Mori, son ami d'enfance avec lequel il est le seul à avoir partagé la fin du manga. Malgré la démarcation évidente de ce qui est maintenant le Berserk post-Miura, le studio respecte énormément l'œuvre et toute la communauté Berserk avec elle, prenant le temps d'établir un scénario digne de ce nom et imitant le style de Miura avec quasi-perfection. Berserk aura donc bel et bien le droit à une fin, mais le processus d'écriture et de storyboarding, afin d'adapter une œuvre aussi ambitieuse, demeure un processus qui prend beaucoup de temps. Il va donc falloir encore plusieurs années afin de voir une fin qui ne sera pas 100% fidèle au plan de Miura. On va alors dans cette vidéo essayer ensemble d'imaginer ce que pourrait être la fin de Berserk, en prenant en compte les éléments du récit. On va voir les meilleures théories afin d'essayer de trouver les clés de ce que pourrait être la fin du manga. Et on va tout de suite commencer avec un affrontement final qui demeure inévitable dans l'histoire de Berserk. Après l'éclipse, Berserk s'organise autour de la dualité de Guts et Griffiths. L'histoire suit la poursuite de leurs idéaux et de leurs combats. Pourtant, l'auteur nous montre visuellement que cette opposition n'est jamais sur un même pied d'égalité. Tout au long de son périple, Guts n'a presque jamais eu l'ascendant sur Griffiths. L'opposition de ces derniers est constamment représentée par un écart de pouvoir en faveur de Griffiths, une domination de puissance à l'encontre de Guts. La première opposition de Guts à Griffiths dans le manga se passe dans l'arc du Chevalier Noir. Guts, recouvert de blessures, se tient à genoux. Au-dessus de lui, au sommet des escaliers, se trouve Femto, regardant de haut son confrère d'autrefois en tant que sacrifice ambulant. Durant l'âge d'or, lors d'une discussion entre Griffiths et la princesse Charlotte autour de la fontaine, Griffiths dévoile ce qu'il définit être un véritable ami. Une personne dont les rêves ne sont pas écrasés par les siens, qui possède ses propres rêves, sa propre volonté et qui soit capable d'y faire face. Guts se tient lui, en bas des escaliers, le regardant dans un amas de ténèbres, lui qui est asphyxié par les rêves de Griffiths, représentés tout en haut en guise de lumière. Durant l'arc des enfants perdus, Guts, qui n'a que sa quête de vengeance en tête, recouvert de blessures, voit dans les ténèbres l'ombre de Griffiths, planant encore une fois au-dessus de lui, faisant directement écho à la page vue précédemment. Pourtant Guts a eu l'ascendant sur Griffiths une seule fois dans le récit, lorsqu'il choisira de quitter la troupe du Faucon afin de trouver son propre rêve et sa propre ambition. Lors de leur premier duel à l'épée, Griffiths remporta le combat et fit de Guts sa chose. C'est ainsi que Guts rejoignait la troupe du Faucon. Plusieurs années plus tard, c'est au moment de confronter Griffiths, afin de se défaire de ses chaînes, que visuellement nous voyons ce duel sur un même pied d'égalité. Si l'on analyse la planche de leur duel, Guts, après des années passées en tant que leader du combat en guerre dans la troupe du Faucon, dispose désormais d'une énorme puissance. On peut voir que dans le domaine du combat à l'épée, ils sont tous les deux sur un pied d'égalité, se faisant face au sommet d'une colline enneigée. Lorsque les deux protagonistes s'élancent, on peut même voir que Guts est situé au-dessus de Griffiths, Miura nous indiquant bel et bien l'issue du combat avant même sa conclusion. Dans l'état actuel des choses, God Hand, réincarné en demi-dieu, en faucon de lumière, s'érigeant en dirigeant du seul empire prospère du monde, dont la capitale est Falconia, mais aussi en tant que maître des apôtres, Griffiths n'a jamais semblé aussi inatteignable que maintenant. Peu après sa renaissance aux abords de la tour d'inquisition, le face-à-face opposant Griffiths à Guts au sommet de la colline aux épées démontre un Griffiths presque inhumain et impassible, contrairement à un Guts épuisé et à bout mentalement. Tout cela est démontré par cette planche des deux se faisant face. Ici, Griffiths a l'ascendant physique et psychologique, contrairement à un Guts épuisé regardant vers le bas et couvert de blessures. Mais c'est bel et bien durant Fantasia que le dernier combat entre lui et Guts nous prouvera que Griffiths demeure inatteignable. Il est littéralement intouchable, surclasse Guts dans une planche faisant écho à leur premier affrontement des centaines de chapitres plus tard. Tout cela nous emmène à nous poser une simple question. Comment Guts va-t-il venir à bout de Griffiths ? Leur affrontement est inévitable, surtout quand l'enjeu actuel est de récupérer Casca, prisonnière d'un château en guise de cage. Il faut alors se pencher sur plusieurs éléments du récit qui permettront d'envisager une chance de pouvoir au moins le blesser physiquement. Et même si cela semble impossible actuellement, Miura nous glisse des indices qui le permettront. Cette armure fut introduite lors du chapitre 222. Prodiguant un énorme power-up pour Guts, on sait qu'elle appartenait autrefois au Skull Knight.
Elle confère à son utilisateur une puissance démesurée tout en anesthésiant intégralement les blessures physiques. Elle permit notamment à Guts de venir à bout de Grunbeld avant de revenir à la raison grâce à Shirk. Guts tend à suivre le même destin que le Skull Knight. Il est d'ores et déjà un héritier spirituel de sa quête contre les apôtres et de celle de l'extermination des God End, tout en possédant la même armure qu'il portait autrefois lorsqu'il était encore le roi Geyserik. Mais pour voir toute l'étendue de la puissance de l'armure, et pour voir à quel point elle est bien plus puissante que ce que Guts en a fait jusque-là, il nous faut plonger dans le passé de son ancien détenteur, le Skull Knight, lorsqu'il était encore le roi Geyserik. Dans le chapitre 362, nous avons pu découvrir les souvenirs du Skull Knight à travers l'armure du Berserker. Le chapitre nous dévoile 2 brèves visions du passé de ce dernier, chacun n'allant pas plus loin de 2 doubles pages. Nous pouvons y voir une occultation, qui est probablement celle de l'avènement d'un God End. La théorie la plus probable à ce sujet veut que ce soit l'avènement du God End Void. Cette occultation a déjà été mentionnée dans le manga. Lors du sauvetage de Griffiths, Charlotte raconte les origines du Midland. Judo reprit là où Charlotte s'était arrêtée, et raconte que Geyserik a ordonné la construction d'une capitale légendaire dans le Midland, qui deviendra plus tard un temple de débauche et de plaisir. Dieu envoya alors 5 anges pour mettre fin au règne de l'empereur tyrannique, et détruisit la ville en une nuit. Casca va corriger Judo en disant qu'il n'y avait que 4 anges. En reconstituant toutes les informations qu'on a à ce jour, on peut théoriser ceci. À l'époque, avant la venue de Void, en tant qu'ange, les God End n'étaient que 4, comme avant l'avènement de Femto durant l'éclipse. L'occultation détruisant l'ancienne capitale du Midland serait alors celle qui permit à Void son ascension en tant que God End, complétant le groupe, c'est-à-dire les 5 doigts de la main de Dieu. Mais l'histoire ne se termine pas là. À Albion, Mosguz raconte une légende découlant de la tour d'Inquisition. Autrefois dans cette tour, un saint a été enfermé par le barbare Geyserik. On raconte que lors de sa torture, il n'a cessé de porter les péchés du roi devant Dieu, et qu'enfin un ange est venu le chercher. Ici, le terme ange signifie l'arrivée d'un God End, sûrement lorsque la bérite du saint s'activa. Mais il faut faire très attention ici. Comme vu dans le début du manga, lorsqu'une bérite s'active, permettant donc à son utilisateur de devenir un apôtre, c'est bel et bien les 5 God End qui se montrent. Pourtant, il y a bel et bien 5 God End dans la vision de Geyserik avant qu'il se fasse dévorer par son armure. Les anges que l'on aperçoit ici sont différents de ceux que l'on connaît actuellement. Pourtant, parmi les God End actuels, seul Void subsiste parmi ceux des souvenirs du Skull Knight. Si Void est le seul God End restant sur les 5 vus dans cette vision, et que dans la légende racontée par Mosguz, il explique que seulement un seul ange est venu à la rescousse du saint, les pièces du puzzle s'emboîtent, et on peut reconstituer exactement comment se sont déroulés les événements du passé oublié de Berserk. Geyserik, survivant d'une occultation et perdant son épouse durant celle-ci, se fit consumer par la haine et la vengeance, et décida alors d'accéder dans le Nexus afin d'y affronter les God End et perdre définitivement le contrôle. On pourrait alors en déduire que le Skull Knight a réussi l'exploit d'en tuer 4 sur les 5 avec l'armure du Berserker, lorsqu'il rentra bien sûr dans le Nexus avant de succomber par l'armure du Berserker et définitivement devenir le roi squelette. C'est pour cela que seulement un seul ange descendit lorsque la bérite du saint à Albion s'activa, alors qu'ils sont habituellement tous réunis. Le seul ange qui descendu fut Void, le seul God End survivant de l'attaque du Skull Knight. Cette reconstitution concorde d'ailleurs avec les paroles de l'apôtre Zod lorsqu'il affrontit le Skull Knight durant l'éclipse. Je ne m'attendais pas à ta venue, toi le salaud qui nous a enterrés pendant 1000 ans. Si le Skull Knight a tué 4 God End sur les 5 et qu'un God End émerge tous les 216 ans, il a fallu alors 864 ans pour reconstituer la main de Dieu au complet, c'est-à-dire à peu près 1000 ans. Ce qui peut prouver que le Skull Knight a bel et bien tué presque la totalité de la main de Dieu avec l'armure du Berserker. L'armure du Berserker peut donc renfermer un pouvoir bien plus grand que ce que le récit a révélé jusque-là, pouvant même tenir tête à des God End. Mais si l'utilisateur doit se faire dévorer pour parvenir à rivaliser avec la main de Dieu, cela signifierait perdre Guts, physiquement mais surtout mentalement. Or, l'intrigue de Berserk aborde le conflit interne du désir de vengeance, incompatible avec celui de la protection d'autrui. Depuis l'obtention de l'armure, pour Guts, tout est une question de ne pas perdre le contrôle, afin de protéger son équipe et afin de protéger Casca. Et oui, car il faut bien le rappeler que garder le contrôle pour Guts fait une problématique entamée bien avant l'obtention de l'armure. Guts, après l'éclipse, ne fut qu'alimenté par sa vengeance et sa haine envers Griffiths, n'ayant que pour but l'extermination des apôtres. Il en a même oublié ce qu'il pouvait encore perdre, même tous ses amis sacrifiés, Casca. C'est à ce moment qu'il décidera de ne plus la perdre une deuxième fois. L'arc des châtiments servit en un sens à un arc de rédemption, car Guts n'utilise plus son épée pour lui, mais pour autrui. Se faire dévorer par l'armure afin de vaincre Griffiths serait alors une défaite en soi, l'abandon de ce qui est devenu son objectif premier, Casca.
Sur quelle force plus sûre peut donc se reposer Guts afin de pouvoir affronter Griffiths et la nouvelle troupe du Faucon? Cette lame était trop grande pour être considérée comme une épée. Trop grande, trop lourde et même trop grossière. Tout bien considéré, c'était plutôt un gros morceau d'acier. Telle est la description de la Dragon Slayer lorsqu'elle fut introduite dans le premier tome de Berserk. Fabriquée par le forgeron Godot, la tueuse de dragons, Dragon Slayer, a été conservée pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit découverte par Guts lors d'un combat contre un apôtre, où l'épéiste noir la manie avec aisance et tue l'apôtre en seulement 2 coups. S'engageant ensuite sur le sentier de la guerre contre l'humanité démoniaque, Guts utilise efficacement la tueuse de dragon contre les esprits maléfiques, les monstres possédés et en particulier les apôtres. La tueuse de dragon est une arme extrêmement puissante contre les apôtres, et même les puissants apôtres. Guts a pu vaincre le comte Limas, Mosguz, Rosine, mais aussi ses puissants lieutenants avec pour seule aide son épée. Ce qui rend la Dragon Slayer si puissante, c'est sa polyvalence. En effet, l'épée fonctionne plus comme un marteau à lame que comme une véritable épée. L'élan de Guts peut donc réduire en pièces toute personne prise dans l'impact de l'attaque d'un seul coup. Une technique qui s'applique souvent à plusieurs ennemis à la fois, permettant d'en découper plusieurs en un seul coup. Mais Guts utilise aussi la largeur de son épée à son avantage. Il peut donc l'employer en tant que bouclier ou pour littéralement éclater ses adversaires au sol et dans les airs. Mais la tueuse de dragon est encore plus que ça. Lorsque Slann manifeste une forme rudimentaire dans le Qliphothe pour rencontrer Guts, le Skull Knight intervient et note que la Dragon Slayer a été imprégnée de l'énergie maléfique des innombrables apôtres que Guts a tués durant son voyage, ce que Shirk avait aussi remarqué, et qu'il est donc capable de blesser la forme supposée de Slann, une God Hand. Guts envoie donc la Dragon Slayer à travers Slann, provoquant sa disparition. Ce qui nous est dit ici est super important. La Dragon Slayer gagne en puissance après chaque entité astrale qu'elle tue. On peut alors théoriser ceci. Avec l'armure du Berserker, Guts et son épée ont été capables de presque venir à bout de Grunbeld, un des plus puissants lieutenants de la nouvelle troupe du Faucon. Imaginons que Guts, comme avec le guerrier des mers, vient à bout de puissants lieutenants de la nouvelle troupe du Faucon ou encore de puissants apôtres. L'épée serait alors, forcément à un moment donné, en mesure de pouvoir affronter un God Hand. Et dans l'hypothèse où Guts arrive à vaincre un de ces derniers, il pourrait alors acquérir une force suffisamment puissante afin d'affronter Griffiths. Mais le plus grand problème de la Dragon Slayer seule, c'est qu'elle déploie tout son potentiel lorsqu'elle est accompagnée de l'armure du Berserker. En un sens, elle est complémentaire à celle-ci, ce que Guts va lui-même souligner dans le manga. La théorie veut donc que forcément, à un moment donné, Guts devienne assez puissant pour se mesurer au God Hand, et donc se mesurer, même pouvoir vaincre Griffiths. Mais en fin de compte, si l'affrontement entre les deux personnages semble inévitable, faut-il vraiment tuer Griffiths ? La rescousse de Casca et l'affrontement des deux personnages va sûrement avoir lieu. Mais pour autant, est-ce que la mort de Griffiths est-elle vraiment la meilleure fin possible dans le manga ? Son sauvetage et en même temps la mort de Griffiths pourrait peut-être soigner le traumatisme de Casca. Je vois mal le récit garder Casca dans son état actuel, d'autant plus qu'elle devra tôt ou tard affronter ses démons. Mais en l'état, la mort du Faucon Blanc serait terrible pour le monde de Berserk. En effet, l'avènement de Fantasia implique que le royaume de Griffiths est le seul empire prospère de la planète. Tuer le Faucon de Lumière reviendrait à tuer le Messie, et littéralement provoquer l'effondrement du progrès humain en cours. L'humanité dans un trouble se réunit face à un ennemi commun. Donc, toujours en l'état, est-il moral de tuer Griffiths ? Bon, lorsque l'on aborde la morale dans Berserk, c'est assez compliqué à traiter, surtout avec Guts comme personnage principal, qui n'hésite absolument pas à tuer sans scrupule quiconque se met en travers de sa route. Mais le rapport de Guts à autrui a bien changé depuis la fin de l'arc du Chevalier Noir et de celui des Enfants Perdus, notamment avec l'influence de Puck. Guts a maintenant une nouvelle troupe de camarades autour de lui. Est-ce que si Guts savait que tuer Griffiths impliquerait l'effondrement du monde, le ferait-il tout de même ? Berserk n'est plus une quête de vengeance, les idéaux du héros ont changé et sont en conflit direct avec la vengeance pure. En un sens, avec Fantasia, tuer Griffiths serait un énorme bond en arrière pour la société, mais aussi un énorme bond en arrière pour le manga. De plus, ce serait oublier une chose, le Griffiths actuel, celui réincarné sous sa pseudo-forme humaine, est en vérité l'enfant de Guts et Casca, l'enfant de la pleine lune. Une seule fois dans le mois, Griffiths se métamorphose en tant qu'enfant de la pleine lune, retournant auprès de ses parents. Sous cette forme, Griffiths ne contrôle rien, et quand on y pense, ce serait le meilleur moyen de venir à bout de ce dernier, l'attaquer lorsqu'il est encore sous cette forme, c'est-à-dire le plus vulnérable possible. Mais encore, cela reviendrait pour Guts à littéralement tuer son enfant, ce qui est un parallèle évident à la relation que Guts enfant avait avec son père adoptif Gambino.
où Gambino voit Guts comme un enfant maudit, né d'une morte, responsable de la mort de sa mère adoptive et de tous ses malheurs. C'est à ce moment-là que Gambino tentera de tuer Guts, comme Guts tentera de tuer son enfant maudit des mains de Casca. Guts n'est pas Gambino, il n'a pas réussi à prendre la vie de son fils au moment où il le pouvait, même lorsqu'il était littéralement maudit et n'avait pas la forme d'un fœtus. Je vois donc mal Guts tuer l'enfant de la pleine lune, alors qu'il est physiquement littéralement son fils avec ses cheveux noirs et ses yeux bruns. Le mal, la causalité, la tragédie, Femto, les God Hand, Griffiths. En fin de compte, quel est le véritable ennemi dans Berserk? Quel est l'ennemi dont la fin signifierait possiblement le meilleur dénouement de l'histoire? Bien meilleur que les fins impliquant la mort de Griffiths. Non, ici ce serait la fin de tout un système dont le Skull Knight ne cesse de faire allusion depuis le début. Peut-être même au-dessus de la main de Dieu. Ceux qui connaissent très bien Berserk savent où je veux en venir. L'entité du chapitre interdit, celui du chapitre oublié. L'univers de Berserk est une trinité macrocosmique comprenant 3 couches fondamentales. Le monde des mortels, le monde astral et le monde idéal. Le monde des mortels est notre monde physique. Il est le monde matériel dans lequel l'espèce humaine a toujours résidé de manière prédominante. Le monde astral, également connu sous le nom d'au-delà ou d'arrière-monde, est le monde dans lequel résident les êtres défunts, le monde des esprits. Plus précisément, ce royaume abrite de nombreuses créatures légendaires dans ses couches superficielles, ainsi que des forces de la nature dans ses strates les plus profondes. La 3e couche est le monde idéal, la strate de l'univers où l'on en sait le moins pour l'instant. Il est décrit par Shirk en tant que monde d'idea. C'est le monde des idées, qui tire sa conception de la théorie des formes de Platon. Et ce qui va nous intéresser ici se trouve bel et bien dans la couche énigmatique du monde idéal, plus précisément dans la strate la plus profonde des mondes, les abysses, que certains appellent l'enfer. L'idée du mal, Idea of Evil, est une entité qui apparaît dans le chapitre 83, un chapitre controversé, supprimé par Miura car il estimait que les révélations de ce chapitre, à ce stade de l'histoire, limiteraient la portée du récit. Néanmoins, avec la mort de Miura, et afin d'imaginer la fin de Berserk, ce chapitre nous demeure essentiel. Et même si Miura n'a pas nié les informations révélées dans ce dernier, il reste tout de même controversé. Mais vu qu'on est là pour établir des théories, on va dire que c'est pile ce qu'il nous faut. Donc, dans le chapitre 83, lors de la transformation du corps physique de Griffiths en Femto, nous est introduit le dieu des abysses, l'idée du mal. L'idée du mal est une entité primitive résidant dans les abysses. Elle est chargée de dicter le destin de l'humanité en appliquant la causalité. Elle agit sur la volonté collective inconsciente de l'espèce humaine. L'idée du mal est donc un dieu inconsciemment créé par les humains afin de trouver une raison à leur malheur, leur vie, leur désespoir, leur solitude, leur souffrance et toutes les émotions noires enfouies au plus profond de l'espèce humaine. Idea est donc la volonté de l'inconscient collectif, l'aspiration de l'humain à trouver des raisons transcendantes à son existence. Durant sa transformation en Femto, Griffiths rencontra le dieu des abysses. L'idée du mal révèle qu'elle est responsable de l'homme qui est Griffiths, ayant manipulé toute sa lignée mais aussi le contexte historique pour que tout conduise à ce moment précis, sa transcendance en God Hand. Le dieu des abysses aurait donc tout prévu depuis le début, faisant de Griffiths ce que l'on pourrait appeler un enfant de la causalité, un enfant du destin. Néanmoins, pour l'instant, on ne sait toujours pas si le dieu des abysses voit réellement dans l'avenir. Il exécute sa volonté au travers des God Hand et des apôtres afin de venir à bout de ce qu'il a planifié. Toujours un des plus grands mystères du manga. Quel est l'objectif des God Hand et du dieu des abysses ? Il est important de souligner que mettre fin à l'idée du mal physiquement, c'est impossible. Tout simplement car l'idée du mal découle de la pensée humaine, c'est une idée. Tuer cette entité reviendra à tuer le ressentiment humain, théorisé par Nietzsche. Donc, pour mettre fin à ce que l'on pourrait qualifier d'antagoniste total, comparé à Griffiths qui demeure un sauveur pour d'innombrables personnes, il faudrait changer tout un mode de pensée sociétal. Une façon de voir les choses permettant de mettre fin à cette future tragédie planifiée entièrement par les God Hand et le dieu des abysses depuis le début. Et il y a bel et bien un moyen. Sûrement la partie la plus importante de la vidéo. Une fin qui pourrait possiblement être considérée comme la fin la plus positive pour le manga, mais aussi celle qui semble sûrement la plus irréalisable. La religion dans le Midland est ultra importante dans le monde de Berserk. Sa pratique domine la totalité du Midland et son influence s'élargit au-delà de ses frontières. Elle est comparable à la religion chrétienne de notre monde, c'en est même une caricature. Elle est représentée par un faucon entouré par ce qui semble être des serpents. Cette religion est une religion monothéiste dédiée à un dieu unique tout-puissant, garant des âmes humaines et de leur accueil au paradis ou en enfer. Le centre de cette religion est appelé le Saint-Siège, et sa direction est assurée par un pape. Leur armée est envoyée en mission afin de surveiller et contrôler le peuple.
pour limiter la diffusion de pratiques hérétiques dont les inquisiteurs veillent à remettre dans le droit chemin ces derniers avec des méthodes extrêmes et souvent des condamnations à mort ou de la torture à foison. Mais pourquoi je parle de la fin du Saint-Siège et la création d'une nouvelle religion en tant que fin du manga ? Littéralement car la religion du monde de Berserk est manipulée et dirigée par les God Hand et le dieu des abysses. Et c'est quelque chose qui est dit et montré dans le récit. Lorsque la troupe des chevaliers des chaînes sacrées en mission trouva le lac empourpré, les vestiges de l'éclipse menant à l'avènement de Femto, ces derniers vont citer les textes bibliques, dont un document prophétique. Chaque fois que revient l'Apocalypse, quand le soleil se meurt, à l'ouest de l'antique cité nouvelle, on découvre le lac empourpré. Autrement dit, c'est la preuve de la venue sur terre du 5e prophète. Ce prophète est un faucon des ténèbres. Farnèse, toujours en citant le livre des prophéties, ajoute que le faucon des ténèbres est maître des agneaux noirs tachés de sang et roi des agneaux blancs aveugles. Exactement ce qui arrive dans le manga avec l'avènement de Falconia. En effet, Griffiths est le roi des agneaux blancs aveugles, charmant les humains avec un flot d'ode et devenant le faucon de lumière. Néanmoins, il est Femto, le 5e God Hand, le faucon des ténèbres régnant sur les apôtres et son armée démoniaque. On a donc la confirmation que les écrits, qui s'apparentent à la Bible dans le manga, est étroitement lié au plan des God Hand. Mais l'ultime confirmation que la religion est bien dirigée par ces derniers se trouve dans l'arc des châtiments. Un arc où tous les événements de ce dernier se trouvent être une grande manipulation orchestrée par les God Hand de A à Z. L'arc des châtiments s'introduit sur un rêve prophétique commun à tous les habitants du Midland. Ce rêve montre une vision cauchemardesque du futur. Le Midland est détruit, pillé par une armée montant sur d'énormes monstres, saccagé par des épidémies et les habitants se regroupent autour des ténèbres. Mais c'est justement dans ces ténèbres qu'apparaît un faucon de lumière, guidant instinctivement les gens du Midland vers un futur plus radieux. Absolument tout dans ce rêve s'est produit. Les épidémies ont ravagé le Midland et ont été notamment propagées par le God Hand Conrad. Le pays fut attaqué et pillé par l'armée Kushan, et une grande partie de la population fut obligée de se réfugier à Albion, aux abords de la tour d'Inquisition, où se développa des cultes hérétiques menés par Slann, impliquant la montée du climat de terreur, notamment vis-à-vis de la chasse aux hérétiques. C'est dans ce chaos qu'agit dans l'ombre l'apôtre œuf du monde parfait. Un apôtre choisi par les God Hand afin de manipuler les événements d'Albion, notamment en créant des pseudo-apôtres, afin de mener le cours des choses vers une occultation. Il servit de clé pour faire renaître Griffiths sous une forme corporelle par le biais de l'autosacrifice en observant le Cursed Child, l'enfant maudit. C'est donc lors de l'occultation d'Albion où les ténèbres s'emparèrent du ciel que Griffiths renaît dans le monde physique. Le faucon de lumière est né, éclairant le ciel noirci. La vision des formes supposées des God Hand lors du sabbat démontre qu'ils sont bel et bien impliqués et contrôlent les événements. De la destruction du Midland à la renaissance du faucon de lumière, tout fut planifié de A à Z par les God Hand, serviteurs de l'idée du mal. L'idée du mal contrôle donc le destin des hommes avec la causalité, mais en même temps, ce sont les hommes qui ont créé ce Dieu. Pourquoi ? Parce que comme le disait Nietzsche, Dieu est mort. La notion de la mort de Dieu chez Nietzsche ne signifie pas sa mort en tant que telle, mais l'effondrement des valeurs impliquant son existence. Le juste et l'injuste, le vrai et le faux, mais surtout le bien et le mal. L'effondrement de ces valeurs implique une perte totale de sens dans l'existence, ce qui va alors causer le nihilisme, c'est-à-dire le fait de ne plus croire en rien, le rejet de toute croyance. Mais alors, pourquoi le nihilisme commencerait à se propager dans le Midland, surtout dans une population tournée vers la religion ? Car avec les épidémies, la perte de bon nombre de proches, la misère, la pauvreté et l'invasion Kushan, les populations du Midland assistent à la mort de Dieu. Néanmoins, lorsque Guts assista à la mort de Dieu lors de l'éclipse, il transforma son nihilisme passif en nihilisme actif. Il progressa, n'abandonna pas et compta sur lui-même afin de protéger les siens. Il ne se soumet pas au mal de ce monde et combat la causalité. La population du Midland, quant à elle, ne va pas relativiser la mort de Dieu. Elle va simplement chercher à remplacer Dieu. Et son remplaçant sera Griffiths, le faucon de lumière. C'est en cela que Griffiths va alors avoir la main mise sur le peuple du Midland. En ayant la dévotion totale du pape, il a par conséquent les faveurs du Saint-Siège et contrôle la religion. Si Griffiths contrôle cette religion, cela veut dire que les God Hand aussi, et que l'idée du mal exerce un contrôle total sur la population, et pourra possiblement venir à bout du plan qu'il a planifié. L'humanité, effarée de trouver un sens à leur existence dans un monde absurde qu'ils ne comprennent pas, préfère s'abandonner à un dieu extérieur leur créant des causes. Ce dieu, c'est l'idée du mal. Ils échangent leur libre arbitre pour un dieu leur créant un destin tout tracé pour ne pas supporter le mal de ce monde. Ce qui nous emmène à la création d'une nouvelle religion ou d'un nouveau mode de pensée impulsé par Guts. Il est celui qui refuse de se soumettre à la causalité, qui refuse de se soumettre au dieu de ce monde. Il est semblable au surhomme nietzschéen.
Pour rappel, le surhomme nietzschéen est un homme qui triomphe sur le nihilisme en approuvant le monde tel qu'il est, dans sa dimension absurde, aléatoire et tragique, et en laissant exprimer pleinement sa volonté de puissance, c'est-à-dire sa capacité de création par-delà le bien et le mal. Guts est un surhomme, il combat la causalité aussi bien qu'il combat son chaos intérieur, sa bête des ténèbres. Il se forme de nouvelles valeurs et influence par sa force les modes de pensée, comme on a pu le voir avec le personnage de Farnèse. Mais c'est en cela que Griffiths aussi est un surhomme nietzschéen. Il transcende sa condition humaine afin de devenir un être effaçant le dualisme du bien et du mal. Pour Nietzsche, le dualisme est une fiction, et rien ne représente mieux ce concept que le personnage de Griffiths dans Berserk. Il brouille la frontière du sexe humain. Il incarne le sauveur de l'humanité, mais aussi son destructeur, le bienfaiteur des uns et l'antagoniste des autres, se dévouant pour son peuple, mais sacrifiant sa troupe pour son désir. Il est le maître des agneaux noirs tachés de crime et le roi des agneaux blancs aveugles. Il est l'incarnation de l'ambivalence. Le duel de Guts et Griffiths est un duel de surhomme. Plus qu'un combat physique, c'est un combat idéologique qui se joue dans le monde de Berserk. Afin de vaincre l'idée du mal, Guts devra montrer au peuple, comme il l'a fait avec ses camarades, que l'on peut affronter le mal de ce monde par sa seule force, ce qu'il a pu démontrer au personnage de Jill. Là où tu t'enfuis, il n'y a pas de paradis. Au bout de ce chemin, tout ce que tu trouveras ne sera qu'un champ de bataille. Va-t'en et rejoins ton propre champ de bataille. Guts doit donc convaincre le monde que sa souffrance n'a pas besoin d'être une cause extérieure et que celle-ci doit être combattue et surmontée. Que le mal n'est pas besoin d'être personnifié et qu'il peut arriver dans la vie d'un individu par hasard et aléatoirement. C'est le moyen de vaincre l'idée du mal, l'avènement d'une nouvelle religion basée sur l'anti-nihilisme. Sûrement ce que serait la fin la plus positive pour Berserk, mais aussi dans la continuité du discours de l'auteur. Néanmoins, j'ai envie de vous parler de ce qui pourrait être aussi l'une des pires fins du manga. Une théorie à contre-courant de ce qui semble être prévisible et aussi qui a une infime chance d'arriver. L'éclipse, le plus grand climax du manga, représente aussi bien la fin de la troupe du Faucon que la fin du premier acte de l'œuvre, celui de l'âge d'or. Guts assista ce jour-là à la trahison de son meilleur ami, qui sacrifiera l'entièreté de ses compagnons à l'accomplissement de son désir. Si j'exprime que cet événement signifie la fin de tout un acte, c'est car il met fin à un cycle. Tout ne sera plus jamais comme avant. Les personnages, les relations, les guerres, l'intrigue et tout le scénario de l'âge d'or s'organisent autour d'une tragédie. Tous les éléments de l'âge d'or convergent vers l'éclipse. Les événements de l'après-éclipse convergent vers ce qui semble être la fin du manga, dont on ne sait encore les tenants et aboutissants. Mais si je disais que les événements du deuxième acte du manga convergeaient aussi vers un destin funeste, un destin menant à une seconde occultation, celui menant à la transcendance de Guts. En effet, le voyage de Guts est teinté de parallèles et de moments inquiétants étroitement liés au précédent voyage de Griffiths, comme si le voyage allait avoir une destination similaire à celui de Griffiths. Miura adore faire des parallèles visuels sur des événements de son manga, riches en symboles et en narration. Et je prendrai comme tout premier exemple le premier parallèle notable entre Guts et Griffiths durant l'âge d'or. Dans la première planche, on y voit Guts couché, flèche plantée dans l'épaule, venant de fuir la troupe de Gambino après avoir tué ce dernier. Guts est désabusé, regardant la nuit étoilée, ne sachant plus où se trouve sa place. Bien des chapitres plus tard, c'est dans une même situation qu'on y retrouve Griffiths. Ce dernier n'a plus sa place dans la troupe du Faucon. Mutilé, il n'a qu'un désir illusoire pour continuer à ne serait-ce que respirer. Après avoir tenté de se suicider, s'est désabusé, effondré aux abords d'un lac, qu'il ne se retrouve sans plus rien face au soleil couchant. A noter ici que Griffiths représente la lumière, lorsque Guts, quant à lui, représente la nuit, un concept qui a toujours fait écho tout au long du manga. Mais c'est après l'âge d'or que ces parallèles vont s'intensifier, même beaucoup. Comme si Miura nous disait que Guts pouvait bien plus ressembler à Griffiths que ce que l'on veut bien croire. Plusieurs d'entre eux paraissent simplement visuels, mais elles cachent pour la majorité un sens bien plus profond, tel que le parallèle le plus littéral que Miura a effectué entre les deux personnages, notamment avec exactement la même composition de cases sur la planche. Lorsque Guts, possédant l'armure du berserker, ressemble trait pour trait à l'apparition de Griffiths en femto durant l'éclipse. Et lorsque l'on sait que l'armure catalyse le désir de vengeance de Guts, et donc a posteriori ce qui peut lui faire perdre totalement le contrôle, ce parallèle prend un tout autre sens. Autre parallèle très important à traiter est celui de l'agression de Casca. Guts fut à ce moment-là sous l'emprise de la bête des ténèbres, résultat de ces années de vengeance nourries par la haine. Il est en conflit direct avec sa volonté de se rapprocher de Casca et de n'avoir rien d'autre que le fait de vouloir tuer Griffiths. La serre-là comme Griffiths l'a fait, tu dois tout perdre. Tels sont les mots de la bête des ténèbres de Guts lorsqu'il est sur le point de violer Casca. À force de vouloir atteindre Griffiths en se plongeant dans les ténèbres, il ne fait pas que se rapprocher de lui, mais il devient comme lui.
Et c'est en cela que se matérialise la bête des ténèbres, qui est la manifestation de la colère et de la soif de sang de Guts. Né du traumatisme de ses expériences pendant l'éclipse et de sa haine intense envers les apôtres, on peut y voir ici l'écho d'une célèbre citation de Nietzsche. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et quand ton regard pénètre longtemps au fond d'un abîme, l'abîme lui aussi pénètre en toi. Une citation que Miura va quasi citer bien plus tard dans le manga avec le personnage de Shirk, lorsque Flora lui dit « N'oublie pas, quand tu regardes dans les ténèbres regardent en toi ». Plusieurs moments de l'arc du Chevalier Noir font écho aux paroles de Griffiths, témoignant le fait que Guts devenait très similaire à Griffiths à certains moments. Néanmoins, ce qui sauvera en partie Guts de la folie fut l'influence de Puck, dont les actions et les paroles ont une influence morale sur ses actions. De plus, Casca et la nouvelle troupe de compagnons qui suivront Guts jusqu'à Elfhelm auront aussi une influence sur lui. Avec l'arc de Fantasia accompagné de ces derniers, le ton de l'œuvre semble s'adoucir en même temps que Guts lui-même. Mais ce n'est pas pour autant que les parallèles inquiétants avec Griffiths ne continuent pas d'émerger, bien au contraire. Notamment un très important dont je n'ai vu personne souligner son existence durant mes recherches, le flot de pensée. Durant l'âge d'or, lorsque Griffiths fut capturé, c'est au plus bas, mutilé et torturé que ce qui le maintenut hors de la folie fut le fait de se plonger dans ses souvenirs. Sa psyché est montrée dans cette planche précisément. Une seule chose m'apparaît certaine, lui seul se distingue en moi, tel un éclair par une nuit noire. Et tant de sensations me reviennent comme les vagues d'un raz de marée. Haine, amitié, jalousie, vanité, dépit, amour, tristesse, gentillesse, faim. Des sensations dévorantes qui vont et reviennent. Aucune en particulier, mais un tourbillon de passions les englobant toutes. C'est tout ce qui maintient ma conscience au bord du précipice de l'oubli et du néant. Durant le voyage pour Elfhelm, lorsque Guts sauva Casca de la noyade, s'écoulant dans les profondeurs marines, empli de désespoir que lui aussi se plongea dans ses souvenirs. Je m'en souviens. Chaque fois qu'elle et moi on se retrouve près de l'eau, c'est vrai qu'il en sort jamais rien de bon. Doux, amer et douloureux, souvenir d'un jour lointain, mais toujours à la fin. Lorsque Griffiths se plonge dans ses souvenirs, tout revient à Guts. Il était son meilleur ami, mais il l'a trahi, l'abandonnant afin de partir à la recherche de son propre rêve. Lorsque tout découle de Guts, Griffiths exprime le fait que c'est exclusivement de sa faute s'il en est arrivé à ce moment précis. Et c'est exactement la même chose pour Guts. Tout ce qui se passe revient au moment où tout a changé. Tout ce qui lui arrive découle du même événement. La folie de Casca, sa prothèse, son voyage pour Elfhelm, tout découle du fameux jour de l'éclipse. On peut d'ailleurs remarquer qu'exactement le même effet d'éclair pour représenter le flot d'émotions est utilisé pour les deux personnages. On peut donc voir une véritable construction en parallèle de Guts et Griffiths. Un long voyage, une troupe de compagnons, accompagnée d'une pierre mystérieuse et surtout d'un idéal, le nouveau voyage de Guts peut ressembler sur bien des aspects à celui de Griffiths. Deux individus pouvant aussi bien inspirer la peur que la force, changeant les gens autour d'eux et tout simplement impossible à ignorer. Un voyage qui pour l'instant se finit sur la chute de Guts, qui n'ayant pas pu sauver Casca, se retrouve effondré dans un état jamais vu avant. Une situation qui est un parallèle tout aussi symbolique que lorsque Griffiths n'arriva plus à soulever son épée durant l'âge d'or. Encore une fois, un parallèle qui semble indiquer que tout converge vers une fin tragique. On ne sait toujours pas si la Béérite de Guts lui est destinée. Grâce à Flora, on sait que la Béérite obéit à la volonté d'Aedia, et donc au destin, et que Guts n'a aucun pouvoir sur sa possession et sur son activation. Il n'en reste qu'elle s'active dans un moment de désespoir infini afin d'accomplir un désir précis. Si pour Griffiths c'était son royaume, pour Guts ça sera Casca. Il ne peut désirer qu'une chose en l'état actuel, protéger Casca. Et ce qu'il pourrait sacrifier afin d'obtenir ce pouvoir semble tout trouver. On va tout de même rester réaliste. La transcendance de Guts en apôtre ou en God Hand risque très peu d'arriver. Surtout quand on sait la haine viscérale que Guts porte pour les apôtres. Mais surtout que le rapport de Guts à autrui a considérablement changé après l'arc des châtiments. Guts a appris à se reposer et compter sur autrui. Et la traversée pour arriver jusqu'à Elfhelm n'aurait jamais pu se faire si Guts n'avait pas confié Casca à ses nouveaux compagnons. Plusieurs des parallèles entre Guts et Griffiths sont en fait des analogies. Une analogie est une ressemblance établie par l'esprit entre deux ou plusieurs objets essentiellement différents. Par exemple, le parallèle entre l'armure du berserker et Femto est une analogie. Femto est le nouveau corps de Griffiths qui a pu être guéri grâce au sacrifice de ses compagnons. Or, l'armure du berserker détruit le corps de Guts afin de protéger ses compagnons. Deux représentations radicalement différentes. Mais alors, si l'œuvre ne semble pas fatalement se diriger vers une nouvelle occultation, tout converge dans la dimension où la fin va se décider par un personnage en particulier. Un personnage qui sera forcément un acteur majeur de la fin du manga qu'on le veuille ou non. Et ce personnage se nomme Casca. Elle est celle qui n'a pas pu s'interposer face à Guts et Griffiths, qui n'a pas pu changer le cours des choses, mais en même temps, elle est celle qui compose un trio d'individus qui s'auto-influencent tout au long du récit.
Elle sera la cause de l'activation de la Bérite de Guts ou encore la cause de ce qui peut sembler être ce qui sera la grande bataille finale. La mort de Kentaro Miura a laissé un vide immense dans la communauté manga. Tant sa mort signifie celle d'un auteur désormais entré dans la légende que l'œuvre de toute une vie désormais inaboutie. L'affrontement final entre Guts et Griffiths, la création d'une nouvelle religion ou encore une fin tragique pour Guts, on a pu dans cette vidéo établir plusieurs théories afin d'essayer de deviner la fin de Berserk. Mais malgré tout, Berserk est une œuvre immense dont la fin reste encore un mystère total. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte, tels que les personnages, l'univers ou toutes les sous-intrigues, qu'imaginer la fin du manga reste très difficile. Et même si Kojimori et le studio ont repris l'œuvre, la fin ne sera jamais exactement la même que celle prévue par l'auteur. Walking back, so when I crash, I'm fighting.